Je me présente donc Jawahar Lalla, donc CEO de la société Sysnaps. C'est une société qui existe déjà depuis 15 ans et qui est spécialisée dans la gouvernance et la gestion du cycle de vie de la donnée. On intervient en France avec énormément d'acteurs, que ce soit dans le monde bancaire, du service, du retail, à plusieurs niveaux. Notre ADN, c'est vraiment la data. Je suis une ancienne financière. D'une ancienne financière, je suis effectivement passée dans le monde de la donnée, du monde du numérique. Je travaille avec des grandes entreprises donc anglo-saxonnes dans ce domaine, en déployant des systèmes et en les mettant à jour donc d'un point de vue upgrade. Et pour finir effectivement avec en 2007 la rencontre d'une personne, d'un développeur, et on a développé une solution donc complète qui est brevetée. Qui part d'un algorithme unique qui permet à n'importe quelle entreprise qui ne maîtrise pas son système d'information de se plugger dessus et de lui donner la visibilité, de le modéliser, de le maintenir dans le temps, même si effectivement vous le faites évoluer, vous le décommissionnez. Toutes vos données vont rester lisibles, compréhensibles, et vous allez pouvoir les réutiliser à tout moment pour toute une série de choses. On a plus de 250 connecteurs, on réduit vraiment de 40% tout projet data et IA, et on a été labellisé dernièrement cette année par une fondation mondiale, Solar Impulse, qui est une fondation qui, il y a à peu près 1480 solutions qui permettent de vérifier la faisabilité d'ailleurs de la solution, d'être en mesure de réduire l'empreinte carbone de façon significative, dont on arrive à la réduire dans un premier temps jusqu'à 50%, et dans un processus d'amélioration continue de 20%. Donc sur tout le volume de données qui est énorme dans l'entreprise, on arrive à réduire l'impact sur tout le système d'information. Donc on a vraiment un impact sur tout ce qui est lié au système d'information. Donc voilà, donc vraiment la possibilité effectivement pour une entreprise dans cette fondation mondiale. Elle est partie d'un constat simple. Elle dit que de toute façon, les entreprises ne feront rien pour l'environnement si on n'offre pas des solutions qui permettent d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Donc nous, notre force, c'est comme on joue sur la data c'est les deux faces de la médaille. Dans le système bancaire, c'est vraiment l'outil principal pour l'entreprise. Et l'idée, effectivement, c'est que la data, vous allez faire de l'analyse du risque, vous allez faire du prédictif, vous allez faire du préventif, vous allez gérer la partie opérationnelle, vous allez devoir être accountability, que ce soit sur votre comptabilité financière, et demain, et depuis peu, puisque de toute façon ça a été voté le jeudi dernier par la Commission européenne, on doit maintenant faire une comptabilité extra-financière. Donc d'un point de vue de démontrer, de faire la preuve finalement de notre activité, elle va maintenant au-delà puisqu'elle est liée à la responsabilité maintenant sociétale et environnementale. Donc c'est effectivement le sujet qui avait été abordé auparavant. Alors pour donner une idée du contexte, donc effectivement ça a déjà été également abordé, mais là actuellement on est vraiment dans une urgence en termes de crise, et c'est une urgence d'accélérer la convergence entre la transition écologique et numérique. Alors c'est un peu compliqué en ce moment, on arrive vraiment dans une phase un peu complexe, puisqu'au final on devait passer vers un nouveau monde. On est dans un monde dont on a épuisé toutes les ressources. Pourquoi ? Parce que dans peu de temps, donc dans cette semaine, peut-être demain ou après-demain, on va atteindre les 8 milliards d'humains sur Terre. Donc notre Terre n'est pas en capacité de répondre sur tous les sujets, nourriture, habitation, enfin tous ces sujets, n'est pas capable de supporter la charge. D'ici 2050, on sera 10 milliards. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc on se rend compte que nos ressources s'épuisent. On le sait, on doit changer d'un point de vue énergétique, on doit passer vers une transition, le pétrole s'épuise, enfin toutes ces énergies actuellement et ces ressources sont de plus en plus rares. On utilise des matériaux rares uniquement également pour tout ce qui concerne nos smartphones. Et donc là, on appelle vraiment ça des matériaux rares, et c'est compliqué. Donc en fin de compte, on est rentré maintenant dans une économie qu'on appelle l'économie de recyclage et l'économie de la fonctionnalité. Alors pourquoi l'économie de la fonctionnalité ? L'idée, c'est d'aller plus vite, maintenant de centraliser le service, plutôt que chacun l'ait chez soi, parce qu'il y a vraiment un impact physique qui peut exister. Donc voilà, on est vraiment passé dans un nouveau paradigme et dans une nouvelle économie, et une économie qui est plus digitale
pour justement limiter notre impact humain sur notre planète. Et donc, en gros, voilà, l'idée, c'est effectivement de tout faire maintenant de plus en plus vite en termes de transport, en termes de mobilité, en termes de logistique, pour fournir donc les centres commerciaux, pour effectivement l'agriculture, sur pas mal de sujets. Il y a un vrai sujet, un challenge d'optimisation, de mutualisation autour de tout ça. Est arrivée la crise sanitaire, donc qui a un peu bouleversé notre monde et qui a aussi eu un effet positif sur cette gestion du changement qui a permis effectivement de passer plus rapidement dans le monde digital. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais ça a permis effectivement de faire ce genre de choses. Et cette crise sanitaire s'accompagne d'une réalité qui était déjà existante, donc du rapport du GIEC, c'est un rapport mondial qui montre effectivement un risque climatique et un impact effectivement énergétique, puisque je vous disais qu'il s'épuise. Donc on arrive effectivement avec énormément de contraintes. La conséquence de la guerre en Ukraine également, là on se rend compte que finalement nos pays ne sont pas résilients, nos pays finalement c'était ouvert, et si finalement on voulait être complètement souverain et complètement résilient, finalement actuellement on ne l'est pas capable de l'être. Donc là les pôles sont en train de s'organiser, les pays parlent de souveraineté là où avant effectivement on n'était pas du tout sur ce sujet, et on parle maintenant de plus en plus de résilience informatique, de résilience aussi au niveau alimentaire, de résilience sur toute une série de sujets. Donc vous voyez, en fin de compte, l'analyse du risque a vraiment une importance importante sur beaucoup de sujets. Et là maintenant, on n'est plus effectivement dans des aspects où on doit réagir de façon réactive, mais on doit maintenant être dans du prédictif. On l'a vu effectivement avec des réglementaires qui consistent à dire, pour la sécurité, on fait de l'analyse d'impact. Pour les données à caractère personnel, on fait de l'analyse d'impact. Donc on est de plus en plus passé dans le by design sur tous ces sujets. Et maintenant, on va devoir le faire également dans d'autres sujets sur l'aspect social et sur l'aspect environnemental. On a une surconsommation numérique parce que ce monde digital, il va se faire avec de l'infrastructure. Donc il nous faut effectivement beaucoup de mobiles. Je vous parlais effectivement de ces matières rares qui manquent. Mais surtout qu'on est en train de doter finalement notre monde et nos villes d'une intelligence. Cette intelligence a une infrastructure et cette intelligence, c'est un peu comme notre cerveau. Nous, on consomme 10% de notre énergie et va directement de 20% va exactement, enfin pardon, c'est 20% de notre énergie va à notre cerveau. C'est cette partie-là qui consomme le plus en termes d'énergie. Il faut savoir que les data centers et tout notre système numérique, c'est entre 6 à 12% de l'énergie qui est dépensée pour utiliser donc nos appareils numériques. Et c'est 6 à 12%, ça dépend des pays. Eh bien, en gros, elles augmentent tous les 2 ans, elles doublent. Elles doublent parce que l'idée européenne, parce qu'on parle de l'inflation réglementaire autour de la data, c'est qu'on sait que notre économie doit se transformer et doit aller vers le numérique et doit aller vers la donnée. Et justement, pour ceux qui avaient j'avais fait un panel où j'expliquais effectivement qu'on doit libérer et fluidifier la donnée pour créer des services et créer cette nouvelle économie de la donnée. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va encore plus avoir de données, puisque c'est la nouvelle ressource. Et cette ressource, contrairement aux autres, elle est illimitée et elle se duplique à l'infini. Donc c'est vraiment toute cette force qu'on va pouvoir avoir, mais il faut pouvoir la gérer pour on puisse gérer la capacité qui va derrière. Donc d'où effectivement, nous, notre labellisation, c'est qu'on permet à l'entreprise de maîtriser son patrimoine de données, donc son smart data, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment une maîtrise du juste patrimoine de données, déterminer ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas, et d'être capable de ne pas dupliquer l'information, d'avoir une bonne vision de son client. On parlait effectivement de tout ça tout à l'heure. Donc voilà, et donc toute cette maîtrise va pouvoir donner une bonne vision. Après, vous rentrez dans un cycle de vie, vous réduisez donc régulièrement pour des aspects légaux et probatoires les informations, et vous allez ensuite pouvoir les réutiliser pour toute une série de choses. Et effectivement, il y a toute une série de réglementaires européens qui vont permettre d'utiliser la donnée, que ce soit effectivement de la portabilité sur les données personnelles, le data altruisme qui va permettre aux territoires
territoire de récupérer des données de mobilité pour améliorer la performance et la mobilité. Vous allez avoir également le Data Act qui va arriver, mais il y a déjà la DPS2 qui est effectivement dans le milieu bancaire et l'assurance. C'est vraiment des secteurs qui sont systématiquement exposés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui influent le changement. C'est eux qui vont effectivement, parce qu'il y a l'aspect financier. Imaginez demain, tout s'arrête. Derrière, les gens ne peuvent plus payer. Les data centers, d'où l'importance de la résilience, d'où l'importance effectivement de cette licence qui est donnée au milieu bancaire. On s'attend à beaucoup d'eux parce que on risque d'avoir des personnes qui vont se retrouver sans moyen de paiement, sans moyen de faire quoi que ce soit, et puis ça risque de créer une anarchie si tout ce système s'effondre. Donc d'où l'importance effectivement de cet aspect de responsabilité assez forte qu'on attend du milieu bancaire. Et en France, là, et en Europe, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle, mais dans d'autres pays également, hein, c'est de la responsabilité du citoyen sur la consommation que lui-même fait tous les jours pour essayer de l'acculturer, hein, finalement, parce que même s'il éteint sa lumière, ça ne va pas changer grand-chose, mais lui faire comprendre effectivement qu'on doit faire maintenant différemment, puisqu'on est dans un monde qui est fini. Alors, s'ajoute à ça le fait qu'on a, nous, dans les pays du Maghreb et d'Afrique, une pénurie, il y a une pénurie des talents qui se trouve effectivement dans le monde entier, mais on voit que il y a la fuite des cerveaux, on vient venir chercher les cerveaux dans nos pays. Il y a une forte effectivement d'informaticiens et de développeurs qui sont assez bons, et même dans le domaine de la sécurité dans les pays du Maghreb. Et on voit que les banques aussi sont démunies. On a fait pas mal de proof of value, parce qu'on fait des proof of value offerts la première fois, et on voit que les personnes qui ont fait le proof of value trouvent ça très très bien, parce qu'on leur permet de se réapproprier leur patrimoine de données, donc ça va leur permettre quand même d'aller vers leur projet, mais ils perdent presque la moitié, si c'est pas plus, de leur effectif qui partent. Donc il y a les actuariats également, parce que l'analyse du risque, il n'y a pas que le développeur, il y a aussi tous les domaines liés à l'actuariat qui sont en train effectivement de quitter donc le pays. Donc il y a vraiment une vraie contrainte, une pression forte, qui est même plus forte, je pense, dans les pays effectivement du Maghreb et d'Afrique. Alors, les banques doivent prendre conscience qu'effectivement, elles ont un rôle à jouer dans la durabilité. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont influer finalement un courant, un changement autour de ce sujet. Donc les banques majoritairement sont quand même convaincues de leur rôle responsable, durable et solidaire dans l'économie. Et elles ont un positionnement de plus en plus RSE au cœur de leur stratégie. Donc on a vu, effectivement, on avait travaillé avec des acteurs de l'Arabie Saoudite. Ils sont aussi même très contraints, eux également, de faire le nécessaire, surtout que leur pays est très chaud. Alors imaginez les data centers et tout le temps. Donc c'est un peu plus complexe chez eux. Donc de nombreuses initiatives et actions ont ainsi, elles sont entreprises. Hein. Il y a des nouvelles pratiques de financement et d'investissement qui sont adoptées. Et donc avec des considérations, donc on en parlait dans la première intervention effectivement, sur l'environnement, le social et la gouvernance. Donc il y a des cadres normatifs, hein, dont je vous disais, celui qui est le dernier qu'on attendait tous, hein, que l'Europe a vraiment poussé, parce qu'il n'est pas finalisé, on ne sait pas encore, personne ne sait comment tout ça va se mettre en œuvre, mais ils ont poussé toutes les réglementations en se disant ça va se réguler finalement parce qu'on en a besoin, puisqu'ils ont une trajectoire de 2 degrés qu'on ne peut pas dépasser. Et si on fait de l'analyse de risque et des statistiques, on sait que le moindre petit degré, et on a pris trop de retard hein, sur ce sujet, va avoir un effet mais vraiment catastrophique. Il faut savoir que le moindre petit degré, si on n'arrive pas à atteindre ces 2%, on ne les atteindra pas d'ailleurs, eh bien en gros ça va créer des zones de chaleur extrêmement importantes. Les Européens ont peur au final, hein, parce qu'effectivement il va y avoir un flux migratoire assez important, et parce que les gens vont quitter des zones qui vont devenir invivables. Et effectivement, c'est tout ce qui va avec, hein, l'agriculture et tout ce qui va avec. Donc voilà, donc la crise sanitaire, je vous disais, effectivement, a été un véritable accélérateur. Et on a pu voir également qu'en s'arrêtant un instant, on arrivait presque à réduire, effectivement, dans ces pays qui sont
eux, plus pollueurs, hein, quand même, c'est l'Europe hein, et les États-Unis et les pays quand même très développés qui sont quand même les plus pollueurs, mais ils se sont rendus compte qu'effectivement ça avait un effet bénéfique sur la planète. Donc voilà, il y a beaucoup d'activistes, c'est un peu compliqué. Vous voyez même dans le milieu bancaire, dans certains pays, il y a des activistes qui arrivent, qui cassent les vitres. Il y a vraiment de plus en plus d'agressivité sur ce sujet. Et comme j'avais pu vous le dire sur les tendances, les investisseurs sont de plus en plus soucieux des risques systémiques et effectivement ils poussent donc à ce que derrière les offres de services aient justement cette notion de durabilité. Donc sur le long terme, et ça a été les premiers à impulser la dynamique. On en parlait des bailleurs de fonds, impulser une dynamique, à exiger le développement de l'investissement responsable. Et aujourd'hui, il y a aussi un public qui existe, hein, de particuliers qui sont sensibilisés, mais il y a vraiment des actions même très très activistes. Ils sont devenus même très agressifs parce qu'ils se sont rendus compte que finalement ça marchait pas s'ils réagissaient pas. Et dans certains pays, ça devient très problématique pour certains pays. Donc il y a vraiment une prise de conscience et il est nécessaire d'agir et de consommer et d'investir de manière plus durable. Donc il y a vraiment même en fin de compte maintenant, ça s'impose à nos secteurs financiers, hein, donc au niveau du Maghreb et de l'Afrique, par ces différents acteurs. D'ailleurs, dans le monde de la banque privée, pour pouvoir garder des clients existants qui sont vraiment sensibles à ce sujet, vous allez devoir créer des offres qui sont vraiment qui ont cette connotation finalement de durabilité. Donc il y a plusieurs leviers hein, pour inverser la tendance. C'est produire, promouvoir, distribuer des offres à impact positif et qui respectent donc la chaîne de valeur, une chaîne de valeur responsable. Il va falloir sensibiliser, acculturer, imprégner, les conseiller, voilà, des réseaux à la finance durable. Alors il y a une vraie contrainte aussi en Europe. Hein. L'idée, c'est effectivement, c'est d'accompagner les clients dans leur démarche d'investissement et de financement. Alors, par exemple, l'idée, c'est si vous avez un agriculteur qui vient vous voir, qui dit « moi, j'ai besoin d'un financement », eh bien, vous allez effectivement regarder sa comptabilité. Très bien. Bon, financièrement, ça va. Et vous allez regarder ensuite sa comptabilité extra-financière, donc de responsabilité sociétale et environnementale. Et il faut savoir que va falloir regarder et lui dire ce serait bien que vous fassiez ça, peut-être pas de pesticides, peut-être pas ci, pas ça, etc. Ça va pas se faire non plus comme ça. Hein. C'est plutôt, vous allez le rediriger en disant qu'il va pouvoir avoir son financement qu'à la condition, effectivement, qu'il y ait une action qui soit faite. Alors c'est un petit peu le principe, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri, c'est une histoire amérindienne qui raconte effectivement qu'il y a un énorme feu dans la forêt et tous les animaux de la forêt se sauvent. Et à un moment donné, il y a un tapir qui court et puis qui s'arrête. Il regarde le colibri qui a une goutte d'eau dans son bec. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais, le colibri tu crois vraiment que ta goutte d'eau, tu vas réussir à éteindre la forêt? Et le colibri le regarde en lui disant oui, mais moi je fais ma part. Donc tout le principe justement et de la stratégie qui est faite, c'est de se dire comment impulser finalement un changement en partant effectivement d'un niveau le plus haut et un effet rebond pour que chacun des acteurs, dans ses actions, dans son financement et dans sa transformation, apporte de la durabilité, de la transformation et apporte effectivement une part pour réduire cet impact environnemental, sociétal également. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un aspect systémique. On n'est plus effectivement justement, il y avait une présentation qui a été faite sur la partie ESG. On allait demander le sentiment des différentes personnes pour savoir exactement effectivement si l'aspect quel était le ressenti sur l'aspect responsabilité sociétale et environnementale. Mais en fin de compte, ça va même plus loin. Finalement, vous allez, par exemple, c'était bien en Europe, hein, avant, ils faisaient très bien chez eux, tout était propre. Et puis finalement, tout ce qui était les industries extrêmement polluantes qui abîment la phréatique donc de certains pays, c'était pas chez nous, on le voyait pas, tout va bien, quoi. Maintenant, ça a beaucoup changé. Donc maintenant, il y a une responsabilité qui est vraiment systémique. Donc on doit savoir avec qui on travaille d'un point de vue, avec tous nos fournisseurs. Et certaines entreprises maintenant
sont dans l'obligation de mettre des drones pour vérifier que ça se passe bien. Ils vont donner des casques aux personnes. Ils vont s'assurer que finalement elles se portent bien. Voilà, c'était pas vraiment le cas. Avant, on exploitait tout et n'importe quoi. Et puis même dans l'industrie du textile, c'était presque effectivement, on s'embêtait pas de savoir si c'était des enfants qui travaillaient ou pas. Donc vraiment, on a tous une responsabilité qui va au-delà finalement de nos pays ou de nos entreprises. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ça doit se faire à toutes les étapes. Et donc là, le conseiller du réseau et de la finance doit pouvoir accompagner ses clients. Et donc c'est là, on va lui demander d'être pas seulement quelqu'un qui répond, demande des documents, mais d'aller encore plus loin dans sa réflexion. La définition de ce qu'on appelle la finance durable. Donc la finance durable, ça désigne des pratiques de financement et d'investissement qui prennent en compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Et elle vise à concilier performance économique, vous voyez, donc il y a quand même une notion de performance, et